Et si on parlait de sport? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureuse de vous accueillir dans notre émission Et si on parlait de sport avec à mes côtés Laurent et Pauline. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Nos invités pour ce nouveau match, David Milasso et Anaïs Monge qui viennent nous parler de baseball. Bonjour. Bonjour. Clément Tricot nous parlera de squash avec Samuel Breton, président de la Ligue Squash Occitanie qui répondra de Montpellier par téléphone à nos questions. Bonjour à tous. Deux chroniques spéciales aujourd'hui avec la première, une chronique spéciale Coupe du Monde de rugby où nous accueillons Jean Pousse, membre du comité directeur de la Ligue Occitanie, et la deuxième chronique sport et événements spécial Octobre Rose avec Humanifoot et Nisrine Daoudi. Au sommaire de cette émission, nous allons à la découverte du baseball, un petit détour par la République tchèque où se sont déroulés les championnats d'Europe de baseball 2023 du 24 au 27 septembre dernier. En deuxième mi-temps, apportez vos raquettes et rendez-vous sur un terrain de jeu de 10 mètres par 6 entièrement entouré de murs et d'une paroi vitrée. Frappez la petite balle noire en caoutchouc de telle sorte que votre adversaire ne puisse pas la reprendre ou fasse une faute et vous pourrez dire que vous avez joué au squash. Mais avant le coup d'envoi, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport avant match? Et maintenant, c'est dans l'avant-match, c'est les principaux résultats sportifs de la semaine, Pauline. Oui Laurent, et on va commencer avec de la MotoGP et le Grand Prix d'Indonésie où Francesco Bagnaia sur Ducati a profité d'une chute de Jorge Martin pour remporter le Grand Prix d'Indonésie et reprendre la tête du championnat du monde. Fabio Quartararo sur Yamaha s'est mêlé à la lutte pour la victoire en terminant à la 3e place, son 3e podium de la saison en Grand Prix. Et on va passer à un sport dont on ne donne pas souvent les résultats, c'est du tir sportif et principalement les finales des Coupes du Monde de tir à l'arbalète. Ce week-end, les finales se sont déroulées à Strasbourg. À domicile, les Bleus ont effectué une razzia de médailles. Mention toute spéciale pour Thomas Deben, tir à 30 mètres, et Romain Maignan, tir à 10 mètres, qui décroche le grand globe de cristal. Dans le sauvetage sportif, autre sport pas souvent cité, c'était les championnats d'Europe. L'équipe de France de sauvetage sportif décroche son 3e titre de champion d'Europe consécutif en Belgique. Et on va passer au basket. Début difficile pour les équipes françaises en Euroleague. En ce qui concerne l'Euroleague féminin, Villeneuve d'Ascq s'est incliné à Salamanque 79-65. Mercredi, lors de la 2e journée d'Euroleague, l'Asvel, toujours diminué, a de nouveau subi une lourde défaite face à Fenerbahçe, 106-57, cette fois à Istanbul. Mercredi, lors de la 2e journée d'Euroleague. Et le Basket Land s'est également incliné en Turquie à Mersin, 79-75. Toujours en Euroleague, mais cette fois chez les hommes, l'AS Monaco a vécu un naufrage vendredi à domicile lors de la 2e journée d'Euroleague. Les champions de France ont été balayés par la Virtus Bologne 83-59. Deuxième lourde défaite pour l'Asvel en autant de matchs d'Euroleague cette saison. Jeudi soir, les Villeurbanais n'ont pas existé à domicile face aux Partizan Belgrade 62-88. Et on passe au handball maintenant avec les qualifications Euro femmes. L'équipe de France s'est à nouveau imposée sur un score fleuve en qualification à cet Euro 2024 en Lettonie. 55 buts à 8, comme mercredi face à l'Italie, 50 buts à 16. Les Bleus ont établi un nouveau record offensif avec ces 55 buts marqués. Et en volley, la Supercoupe Femmes, grâce à sa large victoire nette et sans bavure face à Béziers 3-7-0, le Canet s'est offert ce vendredi sa première Supercoupe de son histoire. Et chez les hommes, malgré la perte de la première manche, Tours s'est brillamment ressaisi pour renverser Chaumont 3-7-1 ce jeudi et s'adjuger la 5e Supercoupe de son histoire. Et alors on passe du volley au beach volley, c'est-à-dire le volley sur le sable, on va dire, avec ces championnats du monde qui avaient lieu au Mexique dans un match très serré. Les Françaises Lézana Placette et Alexia Richard, qui sont 22e mondiales, se sont inclinées 26-24 et 21-16 contre les Suissesses Esme Bobner et Zoé Verger-Després, 21e mondiale, en 16e de finale de ce championnat du monde sur sable d'Azipaco à Xacala, Mexique. Chez les hommes, les leaders de l'équipe de France, Arnaud Gauthier-Rat et Youssef Krou, en quête d'une qualification olympique au ranking, se sont inclinés 3 fois au tie-break face aux Norvégiens, aux Vénézuéliens, puis aux Américains, et ont donc été éliminés dès le premier tour. Battus par les Argentins Capo Grosso 2-0, Rémi Bassereau et Julien Linel, la deuxième paire de nos qualifiés, ont eux aussi été éliminés en phase de groupe des mondiaux. Et en football, les qualifications Euro 2024, les Bleus s'imposent aux Pays-Bas 2-1 et se qualifient pour les championnats d'Europe en Allemagne dans 9 mois.
Et en ce qui concerne les qualifications Euro Espoir 2025, l'équipe de France Espoir arrache la victoire en Bosnie, 2-1. Alors du football, on passe au futsal. Qualification Coupe du Monde 2024. En battant la Croatie 2-1, l'équipe de France de futsal a fait un grand pas vers la qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde 2024, ce qui ne lui était jamais arrivé. On va parler d'un sport dont on a parlé la semaine dernière et c'est le golf avec le Tour européen. Premier titre pour Mathieu Pavon à l'Open d'Espagne. Le Français a rapporté son premier titre sur le DP World Tour à Madrid avec 4 coups d'avance et un score de -23. Julien Guerrier termine 6e, Romain Langasque et Michael Lorenzo Vera 9e, ex aequo. Et donc on va passer donc au rugby à 13 en Super League. Les Dragons catalans ne sont pas parvenus à renverser Wigan à Manchester. En finale de la Super League, ils ont perdu 10-2. Une deuxième défaite en finale pour les tricolores. Un 6e titre pour les Anglais. Nous avions aussi dans cette compétition qui essayait d'accéder à la Super League le Toulouse Olympique 13 qui malheureusement s'est incliné face aux Broncos de London 14-18. Pas de Super League l'an prochain pour le Toulouse Olympique 13. Et on va rester dans le rugby, mais cette fois le rugby à 15 avec la Coupe du Monde qui se déroule actuellement en France. Les Bleus ont perdu leur quart de finale dimanche contre l'Afrique du Sud, 28-29, et voient leur parcours dans leur Coupe du Monde se terminer. Les Springboks retrouveront l'Angleterre en demi-finale. Après 2015 et 2019, c'est la 3e fois consécutive que la France est éliminée en quart de finale de la Coupe du Monde. Les Français quittent leurs mondiaux sur une énorme déception. Leur tristesse est immense. Et elle l'est aussi pour nous, Pauline. Je crois que toute la France était derrière cette équipe-là. En tout cas, on peut déjà simplement les saluer pour ce qu'ils nous ont fait vivre. Ces 4 années superbes qu'ils ont réalisées. Je crois qu'au-delà de la tristesse, on a une superbe équipe de France. Et à un point, c'était pas très loin. Et en ce qui concerne les autres résultats de ces quarts de finale, victoire des Argentins face au Pays de Galles à l'issue du premier quart de finale de la Coupe du Monde. Les Gallois qui ont mené pendant plus d'une heure ont craqué dans les 12 dernières minutes, 17-29. La Nouvelle-Zélande a remporté un quart de finale titanesque face à l'Irlande et affrontera l'Argentine en demi-finale. Je rappelle le score de Nouvelle-Zélande-Irlande 28-24. Et l'Angleterre a fini victorieuse 30-24 face aux Fidjiens en quart de finale à Marseille. Les Anglais se qualifient difficilement pour les demi-finales de la Coupe du Monde. On se retrouve tout de suite pour le débrief dans notre chronique spéciale Coupe du Monde de rugby avec le docteur Jean Pousse, membre du comité directeur de la Ligue Occitanie. Chronique spéciale Coupe du Monde de rugby. Et pour cette nouvelle chronique spéciale Coupe du Monde de rugby, nous avons l'honneur d'accueillir Jean Pousse, membre du comité directeur de la Ligue Occitanie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour venir débriefer cette Coupe du Monde de rugby et nous parler de rugby santé. Avant toute chose, quelle est ta réaction après ce match France-Afrique du Sud et cette défaite d'un point du 15 de France ? Mais comme tous les supporters, déçus. Mais agréablement quand même déçus parce qu'on a vu de beaux matchs. On a vu deux grandes finales avant la lettre, qui aurait pu être la finale Nouvelle-Zélande-Irlande ou France-Afrique du Sud. Il est certain que ça n'a pas tourné à notre faveur, mais je laisserai les responsables analyser les situations, mais j'ai quand même beaucoup de choses à dire à ce niveau-là, comme beaucoup, sans refaire le match. Et un commentaire sur les autres quarts de finale ? J'ai dit il y a deux groupes qui étaient opposés, puisque le groupe dans lequel était la France, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Irlande, c'était des finalistes avant l'heure. De l'autre côté, c'était des outsider. Et donc, c'est très difficile. Là, c'était au rugby qui a choisi ça sur des classements qui datent de 3 ans. Donc, c'est une grande erreur. Je pense qu'ils ne vont pas reproduire cette erreur pour la prochaine Coupe du Monde. Il faut se baser sur le dernier classement. Et c'est dommage d'avoir des équipes qui sont éliminées en quart alors qu'ils avaient le potentiel pour être en finale. Et on a assisté à 2 grands moments au Stade de France avec la Nouvelle-Zélande, je le dis, l'Irlande, la France, l'Afrique du Sud. C'était vraiment des finales avant la lettre. Après, il y a beaucoup de choses à dire sur le contenu. Mais dans toutes ces actions, le rugby sort gagnant. Vraiment, c'est ça qu'il faut retenir. Et justement, on connaît les affiches des demi-finales. Donc, oui. Je le rappelle, l'Angleterre face à l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande face à l'Argentine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, bon, si vous me posez cette question, Nouvelle-Zélande, Argentine, il n'y a pas photo, puisque c'est deux niveaux différents. De l'autre côté, il y aura 2 champions du monde qui s'affrontent.
moi, mon choix va à l'Afrique du Sud parce qu'ils ont un potentiel qui est supérieur. Mais il ne faut pas enterrer les Anglais, parce que même s'ils n'ont pas livré une belle Coupe du Monde, ils sont là, ils sont difficiles à jouer, ils profitent au maximum des erreurs des autres. Et donc, il faut espérer que ce soit quand même une belle demi-finale, que ce ne soit pas un gâchis de rugby. Mais je pense que le niveau des uns et des autres vraiment est d'une bonne qualité. Merci Jean donc pour cet aspect sportif. On a vu quand même que le rugby est un sport rude. Jean, tu es médecin généraliste, membre du comité directeur de la Ligue Occitanie et aussi du comité départemental de Haute-Garonne, avec des missions bien spécifiques qui touchent au domaine de la santé. La Fédération française, soucieuse de la protection de ses licenciés et de pratiquants, a développé un projet qui s'appelle Rugby Santé, dossier dans lequel tu es investi en Occitanie. Oui, avant d'être investi en Occitanie, il faut dire que j'étais investi en Midi-Pyrénées, donc il y a plus de 7 ou 8 ans, que nous avons commencé en Midi-Pyrénées à développer le rugby santé, et plus précisément avec les rubis, ces dames qui jouent, qui sont atteintes d'un cancer, et on voit les bienfaits du sport. Alors, je ne vais pas dire que le rugby a le bon traitement, parce qu'il y a d'autres fédérations qui se sont investies. Mais ce que l'on a fait, nous, à ce niveau-là, avec les rubis, c'est qu'on a fait des publications médicales avec 2 thèses de médecine qui montrent les bienfaits du sport sur la santé. Nous, à notre niveau, au niveau de la fédération, il ne faut pas s'arrêter au rugby cancer. On met en place 2 niveaux. Il y a donc le sport santé, loisir, bien-être, santé. C'est le niveau 1 qui est ouvert à tous et à toutes. Je dis bien à tous et à toutes parce que c'est très important et de tout âge. Donc il y a l'obésité, lutter contre la sédentarité, Et ensuite, il y a le rugby santé niveau 2 qui là s'adresse aux personnes atteintes d'affections de longue durée. Il y a un cahier de charges qui a été élaboré par la Fédération française du rugby qui est strict et que les clubs respectent. C'est vrai que c'était une volonté de la fédération. Et je dis la volonté de l'ancien président de la fédération et qui est repris par le nouveau, et puisque le rugby santé, ça intéresse tout le monde. Et actuellement, il ne faut pas parler que de la santé, il faut parler aussi de ce que le rôle sociétal du sport et ce que le rugby peut rapporter à ce niveau-là. Donc c'est complexe, et dans mes fonctions, puisque rugby santé, mais je suis engagé dans d'autres fonctions. Oui, justement, là, tu participes aussi à d'autres actions dans le cadre du sport, sport adapté d'ailleurs, comme l'organisation de ce rassemblement occitan des personnes en situation de handicap physique ou psychique qui a lieu à Marvejols au printemps dernier, en partenariat avec la Société Générale. Tu assures la promotion de CECI Rugby aussi, en étroite collaboration avec le Conseil départemental de Haute-Garonne et l'Institut des jeunes aveugles. Tu peux nous en dire quelques mots, parce que le CECI Rugby, on connaît CECI Foot, mais CECI Rugby, c'est tout nouveau. Le CECI Rugby, c'est tout nouveau, puisque c'est une nouvelle pratique qui est née à la Ligue Occitanie de rugby. Et là, vous avez déjà rencontré Philippe Laurent et Olivier Chabot, qui sont à l'origine. Et à l'origine, il faut situer aussi le CD31, puisque c'est parti du CD31. Ça a été repris par nous au niveau de la Ligue. Mais comme je suis un élu des 2 côtés, je fais le lien. Allez, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Il n'y a pas de jaloux. Donc, alors, juste une chose, le CECI Rugby, ça s'adresse bien sûr à des non-voyants, précisons bien quel est Je vais préciser, le CECI Rugby, en fait, c'est un sport qui est nouveau. Il a fallu créer des règles. C'est un sport qui est pour les non-voyants au départ, mais ce n'est pas que ça. C'est les non-voyants et les voyants. C'est les mettre ensemble et que chacun sache ce qu'est la différence. Et c'est ça qui est très important. Donc il a fallu mettre en place des règles, il a fallu mettre une structure en place, et ça, le comité départemental de la Haute-Garonne nous a aidés par des structures gonflables. Ensuite, il a fallu avoir des maillots spécifiques pour pouvoir se reconnaître, et surtout, maillots qui ont été faits à partir de produits recyclés, puisque ça aussi c'est très important à l'heure actuelle. Et ensuite, il a fallu inventer un nouveau ballon, qui est différent du ballon du foot. Le ballon du foot, ce sont des grelots. Donc c'est facile, ça se déplace. Au rugby, le ballon, il se passe de main en main. Donc il fallait inventer. Et là, on a eu des personnes qui se sont plongées sur ce projet, qui ont dépouillé le ballon et qui ont introduit à l'intérieur une structure sonore que l'on peut recharger sur un socle. Et donc ça a un coût. Donc on a des aides qui nous sont données par le conseil départemental, et les dernières qui nous ont été données il y a 15 jours par Rugby au Cœur. Et donc un chèque nous a été attribué, et ce qui montre la volonté. Et il y a des grands clubs qui sont aussi des relais. Et je pense au Castres Olympique, qui lors du match de Castres-La Rochelle
a pu faire une démonstration de CC Rugby. Et donc c'est ça, et c'est cette volonté que nous avons, que le rugby soit pour tous, quelle que soit la différence. Et c'est ça qui est très important. Donc c'est notre rôle au niveau de la Ligue, c'est le rôle de la fédération. C'est un très très beau message. En fait, on aura, je pense, que c'est un sujet qui est vaste. On pourra l'occasion d'en reparler. Oui, parce que je peux en ajouter d'autres, parce qu'on met le rugby aussi dans les prisons. On va mettre en place des travaux d'intérêt généraux. On a signé une convention avec le ministère de la Justice. Nous travaillons en partenariat avec les autres ligues, le foot, le tennis, le basket et le hand. Et éventuellement, les représentants qui sont là, je leur proposerai éventuellement de nous rejoindre, parce que pour faire des actions communes dans le cadre de la RSE ou responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations. Donc c'est de grands projets, mais qui ne s'arrêtent pas là, puisqu'on travaille aussi en lien avec l'UCRAF, qui est l'Union du rugby amateur. On travaille en lien avec la Sapodia pour la greffe de moelle. Donc on a plein d'actions qui sont des actions sociétales, et je dis même humanitaires, et c'est mon rôle de médecin de coordonner tout cela. Bah écoute, c'est un sujet qui demande plus de temps. On aura l'occasion de redévelopper, on en a parlé, une émission spéciale. Je t'encourage donc à rassembler autour de cette table un certain nombre de représentants de différents sports où on pourra, je pense, élaborer... Je viens de lancer la perche, puisque déjà nous avons travaillé. Et donc et la porte est ouverte à tous les sports. Je pense que le sport, ça doit être vraiment le lien dans notre société actuelle. Ça doit être le lien, puisque tout est en train de se casser la figure, et on le voit très bien avec ce qui se passe politiquement. Et là, vous avez vu que sur les stades, il y a eu des minutes de silence, mais même si ce n'est pas que sur les stades, tout le monde participe. À l'heure actuelle, c'est honteux, c'est horrible de s'entretuer, alors qu'on pourrait tous être heureux sur notre planète. Écoute, merci déjà pour ton analyse, pour cette Coupe du Monde de rugby, et surtout ton éclairage sur la santé dans le rugby, dans le sport en général. On a été heureux de te recevoir et tu es bienvenu quand tu veux à l'antenne pour nous parler encore de sport santé. Mais bien sûr, je suis tout prêt. Je suis un passionné, je suis tout prêt de revenir. C'est cette passion qu'on veut retrouver dans Et si on parlait de sport. Merci à vous. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission Et si on parlait de sport, avec nos invités David Milasso, directeur sportif, et Anaïs Monge, secrétaire et manager de la section softball du Stade Toulousain Baseball. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Retour dans l'émission Et si on parlait de sport avec nos invités David Milasso, directeur sportif du Stade Toulousain Baseball, et Anaïs Monge, secrétaire et manager de la section softball du Stade Toulousain Baseball. David, bonjour. Bonjour. Alors, avant d'aborder le baseball et son développement en Occitanie, je te propose de faire un petit retour sur le championnat d'Europe de baseball qui a eu lieu du 24 au 27 septembre dernier en République tchèque. L'équipe de France est inclinée 6-5 en quart de finale face à l'Allemagne. C'est bon, jusque-là, je ne me suis pas trompé. Après un match incroyable et plein de rebondissements. C'est ce que j'ai pu lire dans les commentaires. Fait, oui. L'équipe de France a mené longtemps, mais jusqu'à la dernière manche. Et après, il y a eu un petit passage à vide qui a fait que l'Allemagne a pu revenir dans cette partie. Et en fait, l'Allemagne a réussi à passer devant sur une manche supplémentaire. Voilà, elle a terminé 7e place après une victoire sur la Suède, 13-0. Quel bilan tu peux tirer de ce résultat de l'équipe de France finalement ? Explique-nous un peu. Disons que c'est un bon résultat parce que l'équipe de France était revenue du groupe B l'année dernière. Il y avait plein d'ambitions avec une équipe très, très remaniée et très jeune. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont issus des pôles de formation qu'on a ici à Toulouse ou au niveau des régions. Et donc c'est une équipe qui est en train de se construire et vu le résultat qu'ils ont fait en U23 15 jours avant, je pense que d'ici 2 ans, je pense que l'équipe de France pourra vraiment viser la médaille sans problème. Donc on espère donc avoir des résultats un peu au-dessus au niveau de l'équipe de France. Oui, c'est les objectifs de la fédération et là pour l'instant la dynamique est bonne. Il faut juste que entre guillemets avoir un petit peu de chance sur cette quart de finale et ça aurait pu aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est une question de culture ? C'est une question entre les Américains et nous ? Parce que ça vient de chez eux. Pourquoi on n'arrive pas à aller un petit peu plus haut ? Oui, c'est culturel et puis surtout c'est l'exposition de cette discipline en France, c'est-à-dire qu'on a du mal à la faire connaître. Donc ça fait plus de 80 ans que la fédération existe en France et il y a toujours des hauts et des bas. Et là, depuis une dizaine d'années, on essaye de mettre en place tout ce qu'il faut pour accompagner nos athlètes. C'est en train de marcher, mais ça prend du temps. Et on a beaucoup de sportifs qui sont maintenant expatriés pour finir leur formation sportive et universitaire. Et quand ces jeunes reviennent, le niveau, on le retrouve à chaque fois. Donc ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Mais culturellement, ça prend du temps. Et surtout, les structures françaises ont encore du mal à se professionnaliser. Donc c'est ce qui pêche un petit peu par rapport aux autres nations européennes qui sont, eux, déjà professionnels depuis plus de 10 ans. Donc nous, on essaye de rattraper le train, mais ça prend un peu de temps. Mais on est sur la bonne voie.
Alors du coup, tu disais que effectivement le baseball est géré donc par un championnat aussi de France de division 1. Oui. C'est Montpellier qui est devenu champion de France, donc Montpellier Occitanie, Voilà. quand même. Cette année pour la première fois depuis 1995, après avoir battu en finale Montigny le Bretonneau par 3 victoires à 2. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi du coup comment est organisé le baseball en France, mais surtout en Occitanie? En Occitanie, en fait, il y a deux clubs de première division. Il y a Montpellier et Toulouse qui représentent la D1 française. Et après, voilà, il y a 2 poules qui sont organisées au niveau de la D1. Il y a 6 équipes d'un côté, 6 équipes de l'autre qui font entre guillemets un round robin entre eux. À la fin de la saison, en fait, c'est les 4 premiers de ces 2 poules se retrouvent pour les demi-finales et finales au meilleur des 5 matchs. Donc en fait, il faut gagner 3 parties pour passer au tour suivant. Et cette année, le Stade Toulousain a réussi, lui, à arriver en demi-finale contre Montpellier, qui est champion de titre cette année. On a réussi chez nous à gagner le premier match. Et après, derrière, ça s'est un peu enrayé, comme on dit. Et on n'a pas réussi à poursuivre les victoires. Donc, on s'est retrouvé à perdre contre Montpellier 3 victoires à 1. Alors qu'au niveau du championnat, on était équivalent en termes de victoires sur la saison. Donc, belle saison pour le Stade Toulousain. Mais voilà, en Occitanie, il y a aussi Montpellier, qui est un club qui fonctionne très bien. Donc, voilà. Donc, on n'est pas très loin. Et depuis 2 ans, on essaie de structurer notre club pour arriver à ce niveau-là de performance. Et on est sur la bonne voie. Donc, on continue à travailler. Je pense que l'année prochaine, le recrutement faisant, on aura peut-être encore des phases finales à jouer et c'est important pour nous. Et alors en Occitanie, il y a combien de clubs? Il y a que 2, il y a que Montpellier et Toulouse? Non, il y a beaucoup d'autres clubs. Comment on retrouve du coup Eh ben, il y a soit sur le lien de la Ligue Occitanie de baseball, il y a des clubs un peu partout. On peut aller à Béziers, on peut aller à Perpignan, on peut aller à Nîmes, on peut aller à Montpellier, on peut aller à Léguevin, près de chez nous. Voilà. Il y a plein de petites structures qui fonctionnent donc dans les différents niveaux du championnat. Mais voilà, donc il y a beaucoup de baseball en Occitanie et c'est surtout c'est ancré depuis très longtemps. Donc ça veut dire que l'Occitanie, au niveau du baseball, est là depuis très très longtemps et que ça fonctionne bien. Et ça continue à fonctionner, quelle que soit la discipline, baseball, softball, baseball five. Il y a plein de disciplines différentes. Et surtout au niveau des jeunes et au niveau de la mixité. On est vraiment très investi à ce niveau-là. Et en Occitanie, je pense qu'on est, avec la région parisienne, entre guillemets, on est une des ligues les plus fortes en France. Et alors, à partir de quel âge on peut commencer? Alors là, peut-être on va voir avec Anaïs pour les néophytes. Peux-tu nous décrire le baseball et nous donner des règles? À partir de quel âge on peut commencer? Est-ce que c'est mixte? Est-ce que c'est réservé peut-être comme dans les séries américaines? Moi, chaque fois, je vois, c'est souvent quand même des garçons. Les pom-poms girls et puis les joueurs qui jouent Non, c'est souvent des hommes. Donc voilà, je pose la question comme d'habitude. J'aime bien poser ce genre de questions. Et voilà, à partir de quel âge et comment ça fonctionne? Bonjour. Oui, en effet. Alors le baseball, ça, on peut y jouer à partir, en tout cas nous dans notre club, à partir de 6 ans. Pour le coup, il y a des clubs qui ont même des sections à partir de 4 ans. Mais c'est vrai que c'est un sport qui demande beaucoup de coordination, de motricité. Donc c'est difficile de donner un petit enfant, fille ou garçon, j'insiste bien dès le début sur ça, en dessous de 6 ans. Le baseball, c'était exclusivement réservé aux hommes pendant très longtemps, mais c'est vrai que la pratique au niveau senior s'est ouvert maintenant il y a quelques années et historiquement, ce qui s'est passé même très récemment, au mois de septembre, l'équipe de France a participé à la Coupe du Monde de baseball féminin pour la première fois de son histoire suite à sa victoire en tant que champion d'Europe donc au mois de septembre. Comme quoi, donc, le baseball est bien un sport pour masculin et féminin. Et qu'est-ce que c'est le baseball? Le baseball, c'est 2 équipes de 9 personnes qui alternent entre un temps défensif et un temps offensif. C'est-à-dire que lorsque je suis dans ma séquence offensive, j'ai la batte qu'on voit souvent à la télé. Et le but du jeu, donc, c'est de frapper dans la balle et de tourner autour des bases pour marquer un point. Et l'équipe adverse, elle, a pour but d'éliminer ses coureurs avant que le point rentre. Alors comme ça, c'est vrai que c'est très... Il y a combien de bases, Anaïs? Il y a 4 bases. D'accord. Et le but, voilà, c'est de tourner. C'est donc pas un cercle, mais un carré. Et il faut donc tourner autour de ces 4 bases. Et pour y tourner, l'objectif, c'est de frapper la balle le plus fort et le plus loin possible, évidemment. Et l'objectif ultime est de sortir même cette balle du terrain qu'on appelle... On appelle chez les Américains, quand on voit les films, c'est un home run, un truc comme ça. Exactement, le home run. J'ai quand même suivi. Ouais, voilà, qui est le but ultime, on va dire, de tout joueur, au moins une fois dans sa carrière, de sortir, de frapper un home run. Et donc, du coup, les distances, un terrain, alors pour sortir, il faut frapper il y a combien de distances sur un terrain? Et combien
La distance aussi où il doit tourner, c'est long, non ? C'est assez grand, à vrai dire. En effet, les distances interbases entre chaque base est de 26 mètres. Et pour frapper un home run, on est sur une dimension limite de 90 mètres. Donc oui, il faut bien être conscient qu'une balle, un lanceur qui lance la balle, lance en France la balle autour peut-être maintenant de très récemment, pour le nommer, Mathias Lacombe, qui a signé avec les White Sox lors de la plus récente draft là, qui est français, lance à 97 miles. Pour faire la juxtaposition, on parle de pratiquement 160 km/h. Donc voilà, c'est extrêmement difficile de swinger la balle et de la sortir, mais c'est vrai qu'avec la puissance de la balle lancée, sur un bon contact, la balle peut partir vite et très loin. On sent la passion là, donc elle raconte, c'est génial, on comprend tout. Donc en fait, il tape dans la balle et pendant ce temps-là, il tourne et donc il peut s'arrêter entre-temps, il fait pas forcément tout le tour parce qu'on les voit des fois, ils sautent il y a du plâtre partout, enfin c'est les images qu'on a quoi. Ouais, c'est ça exactement, c'est un sport extrêmement tactique. On imagine dans les sports US, c'est vrai que le football américain est considéré comme un sport avec énormément de tactique où on entend parler. Alors on n'a pas les coachs qui annoncent des jeux défensifs, mais c'est vrai que le coureur, en effet, le but étant de ne pas se faire éliminer, ne va pas aller directement courir sur les 4 bases et doit s'arrêter sur les bases avant que l'équipe qui est en défense touche la base. Donc c'est vrai que c'est là où ça devient tactique, parce que lorsqu'on est en défense, on va faire des choix de lancer la balle à un certain endroit selon le nombre d'éliminés, selon comment est frappée la balle, etc. Donc un sport plutôt d'extérieur qui donne envie, qu'apparemment on a pas mal de cours et de possibilités en Occitanie. C'est vrai que personnellement, j'avais pas trop entendu parler de baseball en Occitanie. Quels sont les projets pour développement pour rendre le baseball plus accessible et donner envie à encore plus de pratiquants de rejoindre ce sport qui donne envie en tout cas. Alors en Occitanie, en effet, il y a de nombreux clubs, aussi bien sur la partie, on va dire, département 34 qu'en Haute-Garonne. On a la chance, nous, Stade Toulousain Baseball, d'être le club le plus dynamique, le plus porteur à Toulouse, avec un peu plus de 200 licenciés. On a la chance d'avoir pratiquement 60% de seniors, mais 40% de jeunes, donc de 6 à 18 ans au sein du club. Voilà, il suffit de venir aux Argoulets. C'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est un sport qui se joue de 6 ans à plus de 50 ans. Ah oui, alors c'est quoi senior ? C'est à partir de quand qu'on est senior ? On est senior à partir de 18 ans. Donc là-dessus, mais on peut avoir, c'est là où on a des niveaux où, comme il a été évoqué, la Division 1, qui est le plus haut niveau en France en termes de championnat, là, c'est un sport d'élite. Et en dessous, il y a des championnats régionaux. Et donc là, on retrouve très facilement des équipes régionales avec des joueurs allant de 25 ans à 50 ans. Juste une petite question, on n'en a pas parlé. Tu m'as parlé d'une batte et tu m'as parlé de balle. Juste pour nos auditeurs, ça, c'est lourd. C'est la balle, elle pèse combien ? Et la batte, c'est quoi ? Peut-être que c'est David qui peut répondre à ça. Alors, la balle n'est pas très lourde, elle fait 140 grammes à peu près, mais elle est très dure. Donc en fait, voilà, c'est ce qui fait sa force, c'est ça, c'est la vitesse à laquelle elle se déplace et le contact entre la batte qui est en bois ou en aluminium et la balle qui est très dure. Donc c'est ce qui fait la puissance de la frappe. C'est pas trop lourd la batte, c'est un poids. Non, aussi, la batte, pour les petits, c'est entre 500 et 600 grammes et pour les adultes, c'est entre 850 et 900 grammes. Mais en fait, c'est le bras de levier, c'est la longueur de la batte qui fait la difficulté de manipuler. Mais sinon, voilà, c'est très facile à. D'accord, mais c'est ce que je voulais. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je voulais juste savoir un peu ça. Alors. Maintenant, on va parler de rapidement une petite liaison parce que vous avez tu me disais tout à l'heure, tu as plein de pratiques possibles, mais tu as parlé de softball. Alors là, on passe du baseball, softball, pour pas embrouiller tout le monde. La petite différence, c'est quoi la subtilité entre les deux ? Et s'il y a d'autres pratiques, allez-y, c'est le moment. Alors le softball, on pourrait dire que c'est le cousin du baseball. C'est un sport qui a été créé au Canada parce que le Canada, il fait froid. Donc eux ne pouvaient pas jouer à l'extérieur et ils ont des
infrastructures qui sont bien plus grandes, des gymnases où ils ont pu jouer au final à ce même sport, mais dans un gymnase. La grande différence, c'est alors ça, ils le traduisent en balle molle, mais ça n'a rien d'une balle molle à vrai dire. C'est juste que c'est un sport de batte, pareil, où on doit l'objectif tourner autour de ces 4 bases pour marquer des points, mais les distances sont plus courtes. Donc il s'avère que c'est un sport qui est plus dynamique, puisque là où on parle des courses interbases de 26 mètres au baseball, en softball, on est sur 18 mètres. Donc forcément, on est sur des temps de réaction plus rapides. Et le softball, une fois de plus, est aussi bien en féminin, en masculin et aussi en sport mixte. Et donc là, il y a encore plus de stratégie pour essayer de s'arrêter vraiment à la base avant que ça s'arrête, quoi. C'est plus rapide. Voilà. Ouais. Les tactiques vont être un petit peu différentes parce qu'en effet, voilà, le moindre écart ou le moindre choix fait que on peut aller plus loin, plus vite. Alors, une question à tous les deux. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux personnes qui souhaitent venir pratiquer le baseball ou le softball, pardon. C'est un sport qui est très facile d'accès en fait, parce qu'il y a plusieurs domaines d'action. On court, on lance, on rattrape, on frappe. Donc en fait, tout le monde peut s'y retrouver. Au départ, il n'y a pas besoin d'être un athlète pour faire du baseball ou softball. Voilà, c'est vraiment une pratique qui est ludique. Et surtout, c'est un sport d'équipe qui est très, très facile à mettre en place. Et il y a plein de choses intéressantes à faire. Et voilà, donc c'est accessible, c'est varié. Et on a de suite des sensations, Naïs en parlait tout à l'heure, dès qu'on touche une balle avec un bâton, on a l'impression d'être surpuissant en fait, parce qu'on voit la balle partir, on se dit ah ça y est, c'est ça. Si on y arrive. Voilà. Mais il y a plein de sensations qui sont hyper faciles à ressentir, que ce soit de lancer une balle dans un gant, entendre le gant claquer, frapper une balle, la voir partir à l'autre bout du terrain, voilà, et courir après une balle, voilà, c'est hyper ludique et hyper facile d'accès. Et ce sport a la chance, ou en tout cas on peut contribuer, où on est un sport d'équipe, mais il y a ces phases individuelles où frapper une balle, on est face à nous-mêmes et le résultat, on est confronté à notre performance individuelle. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sports qui peut allier ça, parce que il faut jouer en équipe pour éliminer les joueurs adverses lorsqu'on est à la défense, mais à la frappe, donc lorsqu'on frappe dans la balle, là c'est vraiment nous face aux lanceurs qui devons augmenter notre performance. On sent que il y a la fibre, il y a la passion derrière ce sport-là. En tout cas, merci à tous les deux pour d'abord l'analyse des championnats d'Europe. C'est intéressant de savoir toutes ces informations-là. Là, votre présentation du baseball et du softball sur la région Occitanie. Bonne continuation pour le développement du baseball et du softball. Et bienvenue dans l'émission quand vous voulez pour en reparler. Si vous avez des sujets à nous proposer, l'antenne vous est ouverte. C'est l'esprit de « Et si on parlait de sport ?» et on a parlé de sport. Merci. Et donc pour plus de renseignements, https occitanie-du6baseball-softball.fr. Et place maintenant à la chronique sport événement avec Nisrine Daoudi qui présente le tournoi futsal spécial Octobre Rose au micro d'Audrey Vidotto. Et si on parlait de sport, la chronique. Et voilà, la chronique sport et événements spécial Octobre Rose avec Nisrine Daoudi qui présente le tournoi Humanifoot, un tournoi de futsal spécial Octobre Rose, un événement du coup organisé en partenariat avec Classico Foot le samedi 28 octobre au profit de la Ligue contre le cancer. Est-ce que je ne me suis pas trompée, Nisrine, tu peux surtout nous en dire beaucoup plus. Alors effectivement, on réalise la 2e édition du tournoi Octobre Rose qui permet en fait de sensibiliser les jeunes filles et les femmes à réaliser des tests afin de pouvoir éviter ou détecter des cancers. En fait, cette première édition qui a eu lieu l'année dernière, elle a convié 40 femmes en sachant qu'on ne pouvait pas accueillir autant. On avait beaucoup de demandes, donc cette année en fait on va dire agrandi l'effectif puisqu'on avait énormément de sollicitations auprès des femmes et des mamans. Et ce qui était magnifique, c'est que l'édition de cette année, du 28 octobre, il va y avoir des mamans avec leurs filles qui vont venir pratiquer et pour une première fois. Et sachant que, voilà, comme je vous avais expliqué auparavant et que j'ai expliqué récemment dans toutes les radios, c'est que Humanifoot, c'est un nouveau club qui fait référence aux femmes. Parce qu'on peut voir aussi au niveau de l'Occitanie que le football féminin et le futsal ne sont pas réellement reconnus. Et c'est pour ça qu'en tant qu'internationale marocaine et ancienne footballeuse professionnelle, j'ai créé le club Humanifoot
pour pouvoir permettre aux femmes de pouvoir pratiquer sans avoir d'expérience dans le milieu du football. Et qu'est-ce qui t'a du coup donné envie d'aller plus loin et de créer aussi un événement spécial au profit de la Ligue contre le cancer et de réunir justement ces mamans, ces filles voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça en plus ? J'ai perdu mon père très jeune, dû à un cancer. Et pour moi, en fait, la notion de cancer est vraiment très importante. Je l'ai perdu très jeune et c'est pour cela que j'ai créé la fondation humanitaire Association sans frontières d'Aoudi Nisrine et qu'aujourd'hui, en tant qu'ancienne footballeuse, j'ai rattaché cette fondation au club de futsal qui s'appelle Humanifoot. Et c'est pour ça en fait, que j'ai une attache assez particulière pour cette cause et pour d'autres causes, mais celle-ci me tient à cœur puisque j'ai malheureusement perdu mon père très jeune suite à un cancer. Ok. Du coup, qui peut participer ? Donc des femmes uniquement ? Alors tout à fait. On a vraiment spécialisé ça, mais en fait, il faut savoir qu'il y aura pas mal d'hommes qui joueront les arbitres. Et qui seront là pour pouvoir soutenir la cause et pouvoir aussi participer à l'événement où nous discuterons de ce que c'est le cancer du sein et comment le détecter. Et ce qui est vraiment positif dans cet événement, c'est qu'elle n'est pas seulement au niveau local, parce qu'aujourd'hui on a des inscrits qui viennent de Paris, qui viennent de Nantes, qui viennent de Limoges, et en fait on se rend compte que cet événement en fait prend beaucoup d'ampleur, sachant que c'est simplement une 2e édition et que voilà, c'est une attache mixte. Donc c'est pour ça qu'on invite les hommes à venir, de pouvoir venir encourager ces femmes, parce qu'il y aura à l'intérieur de ces pratiquantes des personnes qui sont touchées par le cancer. Et voilà, c'est vraiment une mixité qu'on doit avoir ce jour-là. Donc il y aura combien de matchs ? Ça va se dérouler comment ? Est-ce qu'il y aura des ateliers en plus ? Ça se déroule où et de quelle heure à quelle heure ? Alors effectivement, on a eu la chance d'avoir un partenaire collaborateur, le Classico Foot, qui nous met à disposition gracieusement les terrains. Donc, sachant qu'il y a 3 terrains. L'année dernière, on était passé sur 2 terrains. Et vu qu'on a eu autant de demandes, on a fait en sorte d'avoir 3 poules pour pouvoir faire jouer au maximum les mamans avec leurs filles, etc. Et vraiment de passer un moment convivial pour cette cause. Donc, c'est à Classico Foot, du coup, à Plaisance-du-Touche ? Tout à fait, c'est à Plaisance-du-Touche. Et de quelle heure à quelle heure ? Alors, c'est à 12h45, à partir de 12h45, jusqu'à 17h30, en sachant que ça se finira par un petit goûter avec toutes les personnes qui participeront, dont des personnalités. Bah merci. Et où on peut retrouver donc toutes les infos pour s'inscrire et savoir comment participer ? Alors pour pouvoir avoir ces informations-là, on utilise les réseaux sociaux, LinkedIn, nous avons aussi Instagram, le Facebook, et les inscriptions se font par SMS, puisqu'en fait on sécurise toutes les entrées d'inscription, sachant qu'on a énormément de demandes, comme l'année dernière, donc on fait en sorte de tout sécurisé au niveau des échanges, puisque si on met en place un formulaire comme ça a été le cas, parfois on n'a plus de lien avec la personne avec qui on échange, et l'idée c'est d'avoir un lien dans la continuité dans ces événements-là. Ok, bah merci beaucoup. Donc on te retrouve toutes les infos Humanifoot, Facebook, LinkedIn, Insta, on vous mettra le lien direct. Merci beaucoup Nisrine, merci pour ce beau projet, on te souhaite plein de réussite et bravo pour ton engagement sans faille au quotidien. Merci à vous, merci aux auditeurs et aux auditrices. Merci pour tout votre soutien et au plaisir de vous rencontrer lors de cet événement. Merci à toi. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec Clément Tricot, joueur de squash en compétition, animateur de l'école de squash et responsable communication pour l'association Squash Energia à Saint-Orens, et Samuel Breton, président de la Ligue Squash Occitanie, en direct de Montpellier par téléphone pour nous parler de squash. Et si on parlait de sport ? Mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail
contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour sur le plateau de l'émission Et si on parlait de sport avec Clément Tricot, qui est joueur de squash en compétition, animateur de l'école de squash et responsable communication pour l'association squash Energia à Saint-Orens, et Samuel Breton, président de la Ligue Squash Occitanie, en direct de Montpellier par téléphone. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de squash. Bonjour à tous et merci de nous recevoir. Alors, bonjour. Alors, tu nous entends bien là actuellement, Samuel ? Tout va bien ? Parfaitement, oui. Voilà, parfaitement. Donc, je suis à l'écoute. Bon, pour commencer et se mettre dans l'ambiance sportive, je propose d'abord à Clément, qui est notre sportif autour de la table, de nous parler un petit peu de ce qui s'est passé aux États-Unis, à Philadelphie exactement, avec l'US Open de squash aux États-Unis. Un US Open spécial World Tour Platinum, c'est-à-dire une épreuve de majeure du circuit international. Pour être tout à fait complet, c'est le Néo-Zélandais Paul Coll qui s'est imposé face au numéro 1 mondial, l'Égyptien Ali Farag. Quelle réaction sur ce tournoi majeur, notre ami Clément ? Exactement, donc c'était un des plus grands tournois sur le circuit international, un Open Platinum, donc comme on les appelle, l'US Open qui a lieu tous les ans à Philadelphie. Et donc cette année, effectivement, Paul Coll, le premier néo-zélandais, donc a gagné l'US Open depuis 37 ans. Il a battu le numéro 1 mondial Ali Farag, l'Égyptien, qui Ali Farag avait l'air assez imbattable ces derniers temps. Les Égyptiens sont quand même souvent assez représentés dans ces tournois-là. On a un peu une domination égyptienne depuis une quinzaine d'années sur le squash mondial, avec pas mal d'Égyptiens dans le top 10. Et donc là, de temps en temps, on a un non-égyptien qui gagne un tournoi majeur. On a Paul Coll donc, de Nouvelle-Zélande. On a Diego Elias du Pérou qui a perdu la semaine dernière en demi-finale. Donc ça fait plaisir d'avoir un non-égyptien. Et voilà, c'était un très gros tournoi. Alors justement, on parle de tournoi pour soit clair, parce que c'est clair dans l'esprit des gens quand on parle tennis, et le squash c'est moins clair. Donc on est d'accord, c'est des tournois qui correspondent un petit peu, si tu m'arrêtes si je me trompe, mais l'Open, ça serait comme l'US Open de tennis, c'est le même niveau, le symbole est au même endroit. Exactement, tout à fait. Ouais. On a un Open sur une semaine où on commence, il y a un premier tour. Donc c'est un tournoi avec 48 participants. Le premier tour, on en a 32 parmi les 48 qui participent au premier tour. Les 16 premiers joueurs étant exempts de ce premier tour, ils rentrent au deuxième tour contre tous les vainqueurs du premier tour. On a ensuite un troisième tour qui correspond au huitième de finale. Et ensuite, quart de finale, demi-finale et finale. On a à peu près un match par jour pour les athlètes. Et donc, on a un tournoi qui s'échelonne sur une semaine. C'est intéressant de savoir qu'on a en France maintenant un tournoi de ce niveau. Tu me disais l'autre jour on a au mois de septembre, je crois, on a organisé sur Paris. Exactement, ouais. C'était le premier Open Platinum du World Tour PSA qui avait lieu en France, organisé à Paris. Et donc l'organisation était menée par la championne française qui est fraîchement retraitée, mais Camille Serme, donc, qui a côtoyé les meilleurs du squash mondial, qui a été numéro 2 mondial, et qui a mené l'organisation de ce tournoi-là, Open Platinum à Paris, qui s'est déroulé au Palais de Tokyo. Donc à côté de Trocadéro, en face de la Tour Eiffel. Donc c'est notre Roland-Garros à nous, quoi. Exactement, et qui a accueilli vraiment les meilleurs mondiaux. D'ailleurs, c'est Ali Farag, donc le numéro 1 mondial, qui a remporté ce tournoi. Et c'était une première. Et c'était une première pour un Open Platinum en France. Et donc on reconduit chaque année, ça se passe comme ça ? Eh bien, on va espérer. Je n'ai pas encore entendu d'annonce à ce sujet. Mais on va espérer que ça se reconduise, sachant qu'il y avait déjà eu un grand Open qui s'est déroulé 5 années consécutives à Nantes, jusqu'à il y a 2 ans, qui était un tournoi d'un niveau un peu plus inférieur, un peu inférieur, pardon, et qui était quand même, la dernière édition était montée au niveau bronze. Et donc avait réuni quelques joueurs du top 10 mondial. Alors, je vais passer maintenant avec Clément. Clément, tu m'entends ? Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de cette discipline ? Pardon, c'est Samuel. Oui, je passe de Clément à Samuel. Merci Audrey. Est-ce que tu peux nous faire une présentation de la discipline avec les règles de base du squash ?
Bien sûr, donc les règles de base sont assez simples. Vous avez sûrement déjà joué au squash ou vu des joueurs jouer. La particularité, c'est que c'est un sport de raquette, mais les joueurs sont pas face à face. Les joueurs sont côte à côte face à un mur. Et l'idée est de taper dans la balle successivement l'un puis l'autre, avec des règles assez simples, un système de lignes qui permet de délimiter le court et un rebond similaire à de nombreux jeux de raquettes. Vous avez le droit à un rebond au sol avant de pouvoir, pour pouvoir taper la balle. Vous pouvez prendre la balle à la volée. Donc, ce qui est un peu particulier, c'est justement cette confrontation de joueurs qui sont côte à côte sur lequel on a des mouvements qui peuvent de gêne qui sont beaucoup plus importants que lorsqu'il y a un filet entre les deux joueurs. Et les joueurs ont le droit de se gêner ? Et dans les règles, et les joueurs, ça fait partie effectivement du jeu. Il y a de temps en temps un peu des interférences entre les joueurs. Ça fait partie du jeu. Il y a un arbitre exprès pour ça, mais c'est effectivement une composante importante du jeu. Et ensuite, un match se déroule de façon assez classique, en général en 3 jeux gagnants, avec des manches qui sont de 11 points. Le premier 11 points, un petit peu comme au ping-pong, le premier 11 points gagne le premier jeu, et lorsque vous avez 3 jeux, vous gagnez le match. Et en introduction aussi, on parlait de fautes. Donc, est-ce qu'il faut miser sur les fautes, et quelles sont les fautes peut-être ? Alors, il y a différentes façons de faire une faute au squash. Vous avez en bas du mur frontal une plaque qui fait environ 25 cm, dans laquelle, lorsque la balle tape le mur frontal, donc qui est face à vous, touche cette plaque, c'est une des limites du jeu. Et puis il y a bien entendu la hauteur. Lorsque vous dépassez la ligne qui est en général rouge ou bleue autour du terrain, vous faites une faute. Ça, c'est une première partie la façon principale de faire des fautes au squash. Et après, il y a effectivement cette gêne qui existe, mais qui est pas non plus majeure dans les différents points. Mais vous pouvez avoir de temps en temps, quand la balle revient sur un joueur, il y a une position qu'on appelle de stroke, où le joueur qui est censé jouer ne peut pas jouer parce que l'adversaire est en face. Et donc là, il y a une décision qui peut être soit on remet le point, soit il y a point pour la personne qui ne peut pas jouer. Et donc on peut switcher de terrain, c'est ça ? Les joueurs peuvent switcher, ou ils ont un terrain affecté, enfin une partie de terrain affecté ? Alors il n'y a pas de switch de terrain. Imaginez que vous jouez juste dans une espèce d'aquarium dans une bulle, mais il n'y a pas de filet, donc vous êtes côte à côte avec l'autre joueur et chacun tape successivement dans la balle, et l'objectif c'est que la balle tape le mur frontal et revient ensuite, et c'est à l'autre joueur, comme quand vous jouez contre un mur au tennis, ou c'est vrai contre que un mur au ping-pong, sauf que c'est chacun son tour. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup parmi les débutants au squash, c'est chacun se cantonne un peu à son côté du terrain. Alors qu'au squash, justement, le but, c'est d'aller bouger son adversaire, en fait, vraiment aux 4 coins du terrain, et de maîtriser un peu la partie centrale, qui est la partie à partir de laquelle on va pouvoir aller chercher la balle un peu partout sur le terrain. Et donc, du coup, pour maîtriser cette partie centrale, d'aller envoyer son adversaire en mettant des balles plutôt sur les côtés, dans les coins, devant, derrière, etc. Alors, toi qui pratiques, Clément, du coup, depuis longtemps, qu'est-ce qui te passionne dans ce sport, et pourquoi tu as décidé aussi d'en faire une compétition ? Moi, ce qui me passionne, c'est que c'est un sport très complet. C'est un sport qui est très cardio, qui travaille la précision, qui travaille l'équilibre. Après, c'est vraiment un sport aussi où il y a la compétition avec l'adversaire. Comme on le disait avec le baseball juste avant, on est aussi face à nous-mêmes. Il y a une grosse partie mentale. D'aller réussir à faire des bonnes balles justement dans les coins pour aller bouger un petit peu son adversaire. Il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de physique. C'est d'ailleurs le sport qui a été qualifié du sport le plus sain par le magazine Forbes dans les années 2000, justement pour ses composants, du coup en équilibre, en cardio, très peu de risques de blessures, etc. Si on se prend une balle de squash dans la tête, ça fait un peu mal quand même. Alors oui, effectivement, quand je fais une initiation à des débutants, j'ai tendance à leur dire la première règle au squash, c'est qu'on évite de taper lorsqu'il y a un risque de taper son adversaire avec la raquette ou avec la balle. Effectivement, c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup chez les débutants, qui veulent jouer la balle à tout prix, et on le voit régulièrement dans les clubs, des gens qui jouent la balle à tout prix alors qu'il y a l'adversaire juste devant. Effectivement, dans ces cas-là, on s'arrête. Mais quand on atteint un certain niveau de squash, quand on commence à avoir justement à atteindre un petit peu les coins avec la balle, à faire déplacer son adversaire, on a moins ces problèmes-là. Après, c'est aussi des problèmes qu'on peut retrouver. Ça existe, des joueurs qui se prennent la raquette ou la balle, même parmi les pros. Mais c'est des choses qui, plus on atteint un bon niveau,
qui sont quand même moins fréquentes. Et quel conseil du coup tu donnerais aux débutants ou des gens qui souhaitent se lancer dans le squash mais qui osent peut-être pas c'est quoi les conseils premiers que tu donnes? Alors déjà je leur conseillerais de se rapprocher en fait d'une association près de chez eux. La liste des clubs en fait est présente sur le site internet de la Fédération française de squash. Donc de trouver un club, si possible avec une association, de contacter cette association pour essayer de rencontrer un petit peu des gens de leur niveau, éventuellement faire une petite initiation avec des joueurs compétents. Nous, ce qu'on fait dans l'association Energia, on organise régulièrement des petites rencontres amicales, donc sur une soirée, une fois tous les 2 mois environ. Donc là où on va encadrer la soirée, donc on va avoir pas mal de joueurs de compétition qui vont encadrer la soirée avec des débutants, et on essaie de mélanger un peu les niveaux, faire jouer un peu les débutants, et ensuite à la fin de la soirée on fait des matchs plutôt de niveau pour que les gens se rencontrent un petit peu, que les plus confirmés jouent entre eux, que les débutants jouent entre eux, tout en étant initiés un petit peu aux règles de base, quoi. Et du coup, Samuel, quels sont les projets de développement du squash dans la région? Alors, dans la région, les projets de développement, il y a de la construction de différents cours qui arrivent. Il y a à Toulouse, il y a une construction avec l'UCPA. Carcassonne est en train de rajouter des cours. Le développement va plutôt se faire autour des clubs et associations. Il y a un peu moins de structures qui se créent parce que c'est un investissement en termes de foncier qui est assez important. Mais le développement va surtout se faire à travers les associations qui arrivent de plus en plus à fédérer les joueurs et les nouveaux joueurs, comme le présentait Clément. Les associations font un travail de renouvellement de leurs joueurs, donc de permettre de faire jouer des joueurs qu'on appelle loisirs. Donc c'est la personne qui vient jouer avec son pote une fois de temps en temps, le faire rentrer dans un cadre un peu plus compétition ou un peu plus intense, ce qui renforce le tissu de joueurs. Et alors donc on va conclure cette interview, mais je crois que tu avais un scoop à nous annoncer concernant l'avenir du squash, chose importante pour la vie de votre sport. Exactement, ouais. Merci Laurent de parler de ça. En fait, c'est la grosse nouvelle de la semaine. Donc le squash intègre les Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028. C'est un combat qui a eu lieu depuis des décennies. Au squash, on se bat un petit peu pour être un sport olympique. Là, j'avoue que aujourd'hui, ça arrive un peu comme un cheveu sous la soupe parce que j'ai pas l'impression qu'il y avait une grosse campagne en ce moment pour cela au niveau mondial. Il y a eu une grosse campagne dans les années 2000 pour que le squash intègre les précédentes éditions. Mais là, voilà, c'est la grosse nouvelle. Donc, c'est le squash aux Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028. Et ça concrétise un petit peu tout l'investissement que les États-Unis ont mis dans le squash ces dernières années, avec des gros tournois comme l'US Open dont on a parlé, comme le Tournament of Champions, qui est aussi un tournoi niveau platinum. Et voilà, comme également, il y a quelques années, ils avaient organisé le championnat du monde avec une grosse cote. C'était $1 million de prize money, ce qu'on voit rarement dans le squash, puisque les tournois platinum, c'est plutôt autour de 200 000. Donc voilà, ça vient concrétiser l'investissement des États-Unis et c'est une très bonne nouvelle pour le squash. Mais le président est heureux alors, j'imagine. Ouais, c'est une super nouvelle, ça va permettre de développer effectivement un peu le sport, même s'il n'est pas super télévisuel, ça va engager. Il y a beaucoup de pratiquants qui sont loisirs, c'est-à-dire qui viennent jouer. Et l'idée, c'est que il y en ait encore plus et que ces pratiquants puissent rentrer dans un cadre un peu plus compétition ou un peu plus intense, parce que tous nos viviers de joueurs sont là, quoi. Et ça va permettre effectivement de mettre le squash en compétition sur le devant de la scène, puisque le squash, c'est un sport que beaucoup de gens connaissent parce qu'on joue entre collègues. Oui, puis il y a plein de clubs, squash une heure, réservez votre salle. Mais voilà. C'est vrai qu'on le connaît moins en mode compétition. Exactement. Il y a un chiffre qui parle, c'est qu'en France, on a 20 000 licenciés au squash, ce qui n'est pas énorme par rapport aux autres sports, mais en comparaison, on estime le nombre de pratiquants à 200 000. Donc quand on voit qu'on n'a même pas 10% de licenciés par rapport aux gens qui pratiquent, on est content justement qu'un événement comme ça arrive pour mettre le squash en compétition devant de la scène. Moi, il y a souvent des gens, quand je dis que je joue au squash en compétition, qui me disent « Ah, mais ça existe en compétition. Pour moi, le squash, on joue entre collègues, etc. » Donc, tant mieux. Ouais, donc ça va donner la voie à plus de licenciés avec de bonnes formations pour éviter de se prendre des raquettes ou des balles. Exactement. Merci en tout cas. Merci à tous les deux pour ces échanges et cette belle présentation du squash. Santé, spéciale dédicace à Laurent. En espérant que nos squasheurs français iront chercher des médailles à Los Angeles. Pourquoi pas notre cher Clément en 2028. Bonne continuation en tout cas pour le développement du squash. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez pour revenir nous en parler. Et donc pour plus de renseignements,
OCCT-6 squash.fr, hashtag la Ligue Squash Occitanie. C'est bien ça ? Tout à fait. Et aussi, c'est ça, le OCCT, c'est Occitanie. Non, je voulais rajouter aussi le site internet de la Ligue, de la Fédération française de squash, où il y a plein d'infos sur le squash, sur les règles, sur le matériel, sur où trouver un club, etc. Merci beaucoup à tous les deux et bonne continuation. Merci et à très bientôt. Bonne journée. Et maintenant, place à la prolongation avec notre Audrey Vidotto et nos invités. Et si on parlait de sport, la prolongation. Et on se retrouve pour la prolongation et les quiz avec nos invités, donc David Milasso et Clément Tricot qui vont s'affronter. Est-ce que vous connaissez le principe de mon super quiz ? Pas vraiment, mais on va suivre tout ça. Alors, c'est une battle. Le baseball va avoir des questions sur le squash et le squash va avoir des questions sur le baseball. Et à tour de rôle, comme ça, au moins, c'est un peu plus sympa. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts. Ouais. Donc, David, on va commencer par une question squash. La raquette de squash pèse ordinairement entre 60 et 110 grammes, 120 et 180 grammes ou 250 et 300 grammes. Je dirais 250 et 300 grammes. Et non, c'est entre 120 et 180 grammes. Si je me trompe, vous n'hésitez pas aussi à me... Mais normalement, bon, voilà. Moi, j'avoue que j'aurais hésité sur les deux premiers parce que souvent, on en voit qui pèsent une centaine de grammes et jusqu'à, pour les raquettes de compétition, 135, 140 grammes. Pour les raquettes des débutants, plutôt 180 grammes. Ouais. Ah, les débutants, c'est encore plus lourd du coup ? Parce que les raquettes de débutants sont en aluminium pour qu'elles soient moins facilement cassables sur les murs en fait. Comme on est entouré de murs, ça arrive de taper les murs. Alors que les raquettes de confirmés vont être plutôt en graphite, voire nanographite avec un petit peu de titanium. C'est des matériaux qui sont, donc elles sont assez solides mais qui sont beaucoup plus légers. Ouais. Ok, merci pour ce complément Clément d'information qui est très importante. Question baseball maintenant pour toi, tu es prêt ? Ouais. Quel est l'ancêtre français du baseball ? Le jeu de pommes, le jeu de carré, la tech ou il n'y en a pas ? Je dirais la tech. C'est un sport qu'on jouait quand on était petit. Ouais. C'est une bonne réponse. Vous validez, bien sûr, David et Anaïs ? Oui, je peux confirmer. Vous confirmez. Deuxième question. Sachant que le jeu de paume est l'ancêtre du squash. Et du paddle aussi, non ? Et du tennis. Et de la pelote basque. Voilà. La tech, c'était la bonne réponse. Deuxième question. Un court de squash possède un seul mur, le mur frontal, 3 murs, le mur frontal et 2 murs latéraux, ou 4 murs ? Je dirais 3 murs. Et non, c'est 4. Et donc, du coup, il manque lequel ? Et bien le mur arrière, donc, qui est sur vitré. tous les cours, enfin sur la plupart des cours modernes, qui est une vitre en fait, pour qu'on puisse admirer le spectacle. Deuxième question, baseball pour toi Clément. Combien de buts y a-t-il au baseball sans le marbre ? 4, 3, 6 ou 2 ? Combien de buts ? De buts. Ou de base ? De base. 4, 3, 6 ou 2 Mais elle a dit 4 tout à l'heure, mais il me semble que peut-être 3 plus la base, quoi, home, non ? C'est une excellente réponse. C'est 3 buts, enfin 3 bases et effectivement la quatrième voilà, qui compte pas. Troisième question. Le mur frontal d'un court de squash mesure 4,57 mètres de hauteur, 4,07 mètres de hauteur ou 3,57 mètres de hauteur. Je dirais la première réponse. C'est une bonne réponse. 4,57 mètres de hauteur. Hein. C'était difficile, mais bravo. Alors voilà. Et donc, pareil, dernière question pour toi, Clément. Quel effet a une balle courbe ? Elle tombe par terre au moment de franchir le marbre. Elle bouge dans tous les sens. Elle descend en arc de cercle graduellement et bouge un peu vers la droite quand lancée par un lanceur droitier. Ou elle donne l'impression au frappeur qu'elle viendra vite sans toutefois que ce soit le cas. Je dirais la troisième réponse avec la plus compliquée. Tu as bien raison, c'était la bonne réponse. C'est ça. Là, je me suis éclatée. La balle courbe, quand même particulier. Il faut avoir 2 mm de réaction. C'est ce que tu nous le expliquais. principe, c'est juste que c'est une balle qui va bouger au moment de pénétrer dans la zone de frappe. Et généralement, elle fait une courbe vers le bas. Donc en fait, elle arrive sur le frappeur et au dernier moment, elle va s'échapper. Et elle va fuir la batte en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. 3, c'est sûr ? Ouais. Bon, on va faire quand même la question fun. Allez. Donc ça, c'est la question rapidité. Ok. Donc le premier qui buzz, voilà, c'est lui qui commence. C'est une question de rapidité, mais du coup, moi, je vais pas vous donner des exemples. C'est le premier et le premier doit donner une réponse. Ok ? Question JO, c'est toujours ça, la question rapidité JO. Quelles sont les 3 valeurs de l'olympisme ?
Ah, ça buzz pas. Désolé. Non, mais je vais réviser pour Los Angeles 2028, du coup. Ah non, mais vous avez pas eu une petite idée? Personne là dans la salle? Le fair play? Non. L'engagement. Alors dis-toi que ça vient quand même de c'est français, donc voilà, donc faut aller chercher plus loin. C'est L'entraide. Les valeurs. Non. L'esprit d'équipe. Non. Bon, alors, Recalé, vous êtes même plus pas au un petit. Alors, moi, je vais buzz pour moi. Donc, je vais vous donner la réponse, même si vous n'avez pas. C'est l'amitié, le respect et l'excellence. Voilà, du coup, j'aurais appris quelque chose. Vous aurez appris quelque chose grâce à moi ce soir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. Bravo Merci Clément, à vous. tu as gagné. Vous avez tous les deux gagné le droit de revenir, bien sûr, pour nous reparler Avec plaisir. de votre sport et de cette passion qui vous anime. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et c'est la fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs, Pauline. Oui, Laurent, et cette semaine, vous pourrez retrouver du 18 au 22 octobre les championnats d'Europe de gymnastique acrobatique en Bulgarie. Le 19 octobre, il y aura les championnats du monde mixte de curling à Glasgow en Écosse. Du 20 au 22 octobre, la Coupe du monde de short track, c'est-à-dire le patinage de vitesse à Montréal au Canada. Le vendredi 20 octobre, première demi-finale de la Coupe du monde de rugby entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. Samedi 21 octobre, la deuxième demi-finale de cette Coupe du monde qui opposera l'Angleterre à l'Afrique du Sud. Dimanche 22 octobre, vous pourrez visionner de la Formule 1 avec le Grand Prix des États-Unis sur le circuit des Amériques, de la MotoGP avec le Grand Prix d'Australie sur le circuit Phillip Island, et du football avec de la Ligue 1 où Toulouse reçoit Reims et Montpellier se déplace à Nantes. Et enfin, à partir du 23 et jusqu'au 29 octobre, a lieu les championnats d'Europe des champions de bowling à Berlin. Le champion de France en titre, Maxime Dubois, et la vice-championne de France, Stéphanie Dubourg, seront en lice dans cette compétition pour décrocher un podium européen. 35 pays venus de toute l'Europe ainsi que 71 athlètes participeront à ces championnats d'Europe. Les champions nationaux de chaque délégation s'affronteront dans cette compétition qui a lieu tous les ans. Et un nouvel événement aussi à vous annoncer avec Dialogue Sport, Communiquons Sport, dans lequel l'émission Et si on parle de sport sera partie prenante. Audrey, donc on va assister à cet événement qui va être le mardi 24 octobre. Le 24 octobre au Diagora à La Beige. Donc 3 conférences à partir de 13h30. La première conférence, ça sera sur le sponsoring et les réseaux sportifs. Quel impact pour votre entreprise? La deuxième conférence, le sport féminin à l'horizon 2024. Et une troisième conférence dès 17h30, les collectivités au cœur du financement du sport. Donc vous l'aurez compris, un événement 100% sportif aux côtés de plein d'invités et de collectivités de renom. Il y aura également notre chère Brigitte Linder qui va intervenir. Donc on vous invite tous. Et à une soirée... Faut pas oublier la troisième mi-temps. Parce et que la troisième on mi-temps. est dans le monde du sport. C'est l'heure du temps aujourd'hui, troisième mi-temps. Donc, et donc, ce qu'ils ont appelé le match des réseaux, et on sera bien sûr là pour participer à cette troisième mi-temps à 19h45 avec une soirée de gala spéciale autour de tous ces invités. Donc, il nous tarde cet événement. On est très content que l'émission se déplace aussi et va pouvoir interviewer les personnes qui assisteront et qui participeront à ces conférences. Donc voilà, on vous donne rendez-vous le 24 octobre au Diagora à La Beige. Alors, on peut encore s'inscrire, ceux qui veulent participer, assister à ces conférences. Tout ça, c'est organisé par Sportivité et notre ami André Lafenette. Vous pouvez vous inscrire sur le site static.teoula.com. Teoula. Voilà, donc là, vous pouvez vous inscrire sur ce site-là. Vous pouvez encore assister aussi à cette troisième mi-temps si vous voulez passer un petit bout de temps avec nous et manger un coup le soir. C'est sympa, boire un coup. On sera très content de vous accueillir et de vous recevoir sur place. On mettra le lien en commentaire sur nos posts. Et oui, on en parlera donc dans le programme de la semaine prochaine puisque nous accueillerons le bowling. Mais donc pour débuter ce programme de la semaine prochaine, c'est du beach volley avec les résultats du championnat du monde 2023 qui ont eu lieu du 6 au 15 octobre à Tlaxcala au Mexique en compagnie de Morgan Faure qui est manager beach volley. En deuxième mi-temps, justement, on retrouvera les gens du bowling. On change de balle pour des boules de bowling. Direction Berlin pour les championnats d'Europe des champions de bowling qui se déroulent en ce moment et jusqu'au 29 octobre avec Lilian Adnaud, membre du Centre national d'entraînement, et de Patrice Serradei, responsable du Centre d'entraînement national. Merci à David Milasso, à Anaïs Monge, à Clément Tricot et à Samuel Le Breton. Merci à nos spécialistes et à nos chroniqueurs du jour, Jean Pousse et Nisrine Daoudi.
Merci à tous les internautes de plus en plus nombreux de nous suivre et nous espérons que vous appréciez cette 19e émission de Et si on parlait de sport. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne pour son aide précieuse pour la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 19e émission, Pauline, Marin et Sébastien, notre partenaire informatique Samper Connect, pour ses conseils avisés. Merci Audrey, merci Laurent. Merci Pauline. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de... Et si on parlait de sport la semaine prochaine.